À l'heure où les médias définissent cette saison comme une année de transition, de passage et rien d'autre, la réalité est qu'avec cet effectif XXL où la masse salariale a été quasiment divisée par deux, où le montant était exactement de 355 millions d'euros, le Barça n'est en réalité pas un club lambda. Si se faire acheter est une solution pour un bon nombre de clubs, le système, l'institution del Football Club Barcelona ne le permet pas. L'image, la valeur du maillot passe avant tout. Les banques catalanes seront certes toujours patientes, mais sachez-le, en tant que club exemplaire, endetté à plus d'1 milliard d'euros, dans 730 millions qui devaient être remboursés à la fin de la saison. Il n'y a plus le choix. Tout passe par les résultats. Copa, Liga, Champions, aller le plus loin possible pour générer des revenus au moment où la billetterie est momentanément suspendue. Le tout pendant que les gains de sponsoring, eux, n'ont pas évolué. Et dire qu'il y a quelques années, le Barça était l'un des seuls à n'afficher aucun sponsor sur son maillot. De 1899 à 2010, pour les Catalans, voir une affiche publicitaire sur leur tenue était cocasse, drôle, ridicule, burlesque, comique, marrant, insolite. Aujourd'hui, les temps ont changé. Et outre les revenus des sponsors, le club est surtout concentré sur ses prochaines ventes de joueurs et revenus de droits TV. Nouvel entraîneur, nouveau président, une équipe en reconstruction. Voilà tant d'excuses pour camoufler, le cas échéant, ce qui serait une énième humiliation en Ligue des Champions. À force d'user d'excuses, la crédibilité s'envole, au dépit d'une irrégularité présente qui, depuis quelques années, ressemble à la dernière saison de Frank Rijkaard. Qui plus est, avec un groupe étoffé, n'a pas pu poursuivre sa régularité sur 5 années, durant lesquelles, il faut le préciser, il remporte 2 Ligas et une Ligue des Champions. Mais durant sa dernière saison, après son énième humiliation face au Real, les socios demandent sa démission, celle du président, ainsi que la vente des cadres de cette équipe qui sombrait et devenait plutôt transparent. C'est alors que l'entraîneur de la baie fait surface. Et pour ceux qui souhaitent parler temps, voici un bon exemple avec une équipe en reconstruction. Après l'obtention de sa licence d'entraîneur en 2006, Pep est choisi en juin 2007 pour entraîner le Barça B. En quelques mois, il remporte le championnat et parvient à monter en Segunda Division B. Guardiola a alors 36 ans. Durant cette période, le Barça a commencé à sombrer vers une crise. En mai 2008, Joan Laporta, qui était sous la sellette, abat sa dernière carte et nomme Pep coach de l'équipa. Pendant que certains journalistes et supporters définissaient Guardiola d'inexpérimenté, de novice, d'incomplet, d'entraîneur régional, le groupe est alors en pagaille, Ronaldinho fait la fête, arrive en retard, un désordre, un bazar, un chantier. Guardiola décide de se séparer de Deco, Ronaldinho, Esquero et Zambrotta pour acheter Dani Alves, Seydou Keita, Gérard Piqué, Alexander Lubb et Martín Cáceres. Ayant un budget limité, il complète l'effectif avec 3 jeunes de la baie, Pedro, Victor Sanchez et Sergio Busquets. Ces choix qui n'ont quasiment rien coûté sont spontanément critiqués. En réalité, il a passé des nuits à les étudier. On parle alors de folie, d'insensé, d'absurdité, mais la suite est un massacre. La saison démarre avec une défaite, un nul, puis du jamais vu, ahurissant, invraisemblable, prodigieux, extraordinaire, fabuleux. Voici là du temps accordé pour un si gros club. 10 jours en suffit pour mettre tout le monde d'accord, de par une chimie étudiée chez le professeur Johan Cruyff. À 37 ans, Guardiola roule littéralement sur l'Europe de par une rigueur, un plan volé à Cruyff, une géométrie sans faille, une cadence, un rythme, un tempo, une croisière, un cadeau tout prêt et emballé pour ses successeurs. Voilà là une réalité qui, pour certains, ont du mal à l'accepter. Sans parler de trophées, concentrons-nous sur la régularité. Il y a 2 poignées d'années, Pep, c'était le plus grand nombre de victoires consécutives à l'extérieur, plus grand nombre de buts inscrits à l'extérieur, de nombre de victoires en Liga, de nombre de victoires en une saison, d'invincibilité en Liga, de victoires consécutives depuis l'histoire de la Liga. Et j'en passe, ces records sont toujours d'actualité. La régularité est la définition de l'ADN du Barça. Depuis les années 2000, la personnalité d'un entraîneur en est pour beaucoup. Le rythme, l'intensité, la précision, la symétrie, la persévérance, c'est ce qui manque à ce Barça pour prétendre correctement à une Champions League. Et réciproquement, pareillement pour Manchester City. Pourquoi ? Car lorsqu'on donne tout de son âme sur une courte période, la machine s'épuise, les automatismes restent, mais la magie disparaît. La faculté de tout calculer diminue, l'approche d'un discours envers un joueur n'est plus le même. Pour une équipe comme le Barça, où l'ADN rythme avec l'intensité, le besoin sans cesse d'être coaché par une personnalité manifestant de la vivacité, des mouvements dans ses réactions, est un facteur qui s'exporte sur le terrain. Autrement, gagner pour gagner, oui, nous allons peut-être gagner. Une coupe par-ci, un match par-là, qui ne gagne pas avec un groupe autant étoffé? Cependant, si ce staff ne retrousse pas ses manches, est-ce que l'intensité sera régulière? Dire oui serait peut-être d'un goût amer. Si dans les années 70, 80, début des années 90, certains joueurs des championnats européens enchaînaient les cigarettes pour après jouer un match contre le Barça,
Pensez-vous réellement qu'un joueur comme Kylian Mbappé, Son, Erling Haaland ou le sprinter numéro 9 de Bilbao ne font pas attention à leur hygiène de vie? Le football a changé. Comment vous l'expliquez? L'intensité a doublé, statistiquement prouvé. Et ça ne pardonne pas. Soit tu adhères à une philosophie qui a mis 2 ans pour voir le jour, je parle bien sûr de l'épopée de Johan Cruyff, ou tu décides de changer la physionomie des caractéristiques du club qui sont adéquates avec ta personnalité. Entre autres, jouer verticalement avec un gros bloc défensif, comme le fait si bien José Mourinho. Garder le ballon pour faire tourner n'est plus à l'image de Koeman. Face à une grosse équipe, cela donne une possession stérile, irrégulière, sans dynamique, plutôt frêle, suffisante certes pour gagner des petites équipes, dangereuses contre les grosses écuries. Depuis le début de saison, on affiche du doigt tous ces défenseurs qui perdent dangereusement le ballon. L'anglais, Araujo, Piqué, Mingueza, oui ils font des erreurs, mais pourquoi ils font toujours des erreurs? Comment ne pas entrer dans cette philosophie de compréhension? Tiens, prenons exemple lors du match face à Elche, après une heure de jeu plutôt mou, décontracté, flemmard, ennuyant, Umtiti fait une passe à Araujo d'une façon, tiens, tranquille, je te la donne. L'attaquant d'Elche l'a récupéré et s'est loupé face à Ter Stegen. Pensez-vous réellement qu'un joueur comme Neymar ne rentrerait pas dans les buts avec le ballon? D'ailleurs, si vous étiez entraîneur, qu'est-ce que vous ferez? En toute logique, on va le rêver à ce joueur qui joue à 2 tensions, mais d'une échelle plus importante. Pourquoi? Un coup c'est lui, une fois c'est l'autre. Pourquoi ça? Comment comprendre ce phénomène? La racine de ce problème vient du manque de dynamique de la part de l'ensemble du collectif. À l'entraînement, ils font tous preuve de spontanéité. Mais durant un match, face à un bloc bien regroupé, au fil des minutes, beaucoup d'équipes savent comment entrer le Barça dans un faux rythme. Et par quels moyens? En se regroupant, en se compactant. Ceci génère une diminution de la vitesse d'exécution, des passes, des transitions. Certains commentateurs diront « Mais pourquoi ils n'essayent pas de jouer? Ils sont tous là regroupés. » Ces genres d'équipes ne peuvent pas rivaliser avec les qualités techniques des joueurs du Barça. Je parle là de passes simples, appel contre appel, protection du ballon, se démarquer. Néanmoins, ils restent dans leur niche en laissant 1 ou 2 attaquants car ils savent que durant ce match, il y aura 1 ou 2 occasions à traiter, qui de par ce faux rythme provoquera une négligence. Résultat, les joueurs se pensent être en vacances. Un joueur va négliger sa précision de passe ou son retour dans sa zone. Une offrande à saisir pour toute équipe de seconde zone. Si durant l'ère Guardiola, ces équipes de Liga prenaient une raclée chaque week-end, c'est que Pep prenait des risques. Le Barça encaissait des buts, mais il en marquait beaucoup. À vous de choisir ce qui est bon. Qui tente rien n'a rien. Messi l'a précisé lors de sa dernière interview, que ce soit Pep ou Luis Enrique, la préparation des matchs en amont était ciblée. Tout était calculé, étudié au mètre près. Terrain, comportement des joueurs adverses, leur régularité sur 90 minutes. Mais ceci ne fait pas tout. Il a surtout expliqué que la personnalité de Pep était spéciale, mythique, très vif. C'est ça le plus important. La gestuelle, la façon d'expliquer, de transmettre le rythme, le tempo, tout ceci se calque sur le terrain. Pour embellir le tout, la persévérance, l'exigence passe surtout avec une estime neutre vis-à-vis de l'ensemble de tes coéquipiers. Quand ça bouchonne, parfois, un petit gabarit qui a grandi à la Masia peut, de par sa vivacité, sa conduite de balle, se faufiler, dédoubler en 1-2 pour casser 1 ou 2 lignes. Je parle là de l'équipe Puig. Ils vous diront peut-être, oui, nanani, nanana, Guardiola, il y avait surtout Xavi et Iniesta. Dites-leur évidemment, c'est une vérité. Ils ont grandi ensemble à la Masia, en ayant pour exemple le capitaine de l'équipe A, Pep Guardiola, qui, en les entraînant, connaissait leur mentalité, leur gestion, comment leur parler. Mais est-ce que ces derniers jouaient au Barça B pendant que Pep enchaînait les victoires? Voilà une réponse sage et suffisante. Allez, passons. Outre Dembélé, s'il y a besoin d'élite rapide, on essaye de temps en temps Conrad de la Fuente au détriment de Trincao qui a peut-être coûté 31 millions d'euros, mais chacun a son style, chacun son match. Le petit là que tu vas faire entrer en vaudra peut-être le double ou le triple dans quelques années si tu l'utilises à bon escient. Prendre des risques, c'est ce qui fait la beauté du football. Chaque joueur doit être utilisé à sa juste valeur et non pas par peur économique. Pour ma part, la confiance pour cet effectif sera toujours présente. Car évidemment qu'au fur et à mesure, un automatisme verra le jour, une synchronisation apparaîtra. Est-ce que ça sera suffisant pour gagner quelques titres, comme l'a si bien fait Luis Enrique? Il faut bien. De toute façon, on n'a plus le choix à moins d'étaler nos dettes en 100 fois sans frais. L'important, c'est la rigueur. Et la rigueur vient toujours à bout de l'obstacle. À bon entendeur. Visca Barça.